Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement sur ta reconstruction. Quelque chose que Carl Jung a documenté avec une précision clinique remarquable il y a presque un siècle et qui explique exactement ce qui se passe dans la vie de celui qui t'a détruite à mesure que tu reconstruis la tienne. Ton bonheur n'est pas seulement ta guérison. C'est, selon Jung lui-même, la chose la plus dévastatrice psychologiquement que tu puisses lui infliger. Non pas parce que tu fais quoi que ce soit contre lui, mais précisément parce que tu n'as plus besoin de lui pour être heureuse. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi Jung a prédit que ton bonheur serait sa destruction, comment ce mécanisme opère dans sa psyché sans que tu n'aies à lever le petit doigt, et ce que cela signifie pour la femme que tu es en train de redevenir. Tu te souviens peut-être du moment exact où quelque chose en toi s'est brisé. Pas dramatiquement, pas d'un seul coup, mais lentement, progressivement, sous le poids d'une relation qui te demandait d'être de moins en moins toi-même pour mériter d'y rester. Il y a peut-être eu des années de cette fatigue particulière, cette fatigue qui ne ressemble à aucune autre, qui n'est pas l'épuisement physique, mais une espèce d'usure de l'âme. Comme si quelqu'un avait organisé patiemment et méthodiquement la disparition progressive de ta joie. Et maintenant, tu essaies de reconstruire. Et dans cette reconstruction, il y a peut-être quelque chose d'inconfortable que tu n'oses pas nommer. Une culpabilité étrange d'être heureuse, ou même simplement d'essayer de l'être. Comme si le droit au bonheur était une chose qu'il t'avait prise, et que même loin de lui, tu n'osais pas le revendiquer entièrement. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire aussi directement. Cette culpabilité autour de ton bonheur est exactement l'une des dernières chaînes de la relation narcissique. Et la comprendre va non seulement te libérer, elle va aussi te révéler pourquoi ton bonheur, ce bonheur que tu te permets à peine encore, est précisément la chose que Jung a identifiée comme la plus dévastatrice pour la psyché du narcissique. Tu souffres peut-être encore de quelques-unes de ces douleurs que je vois chaque jour dans mon cabinet. L'épuisement profond d'avoir été manipulé sans comprendre pourquoi, pendant des mois ou des années. La culpabilité de ne pas avoir pu partir plus tôt ou de ne pas encore savoir comment avancer vraiment. Ce doute persistant sur ta propre santé mentale. Ce cadeau empoisonné du gaslighting qui te fait encore parfois te demander si c'est toi le problème. La peur que guérir signifie rester seul pour toujours, parce que lui t'a appris que tu ne méritais pas mieux. Et peut-être cette rage silencieuse d'avoir donné tout ce que tu avais à quelqu'un qui n'avait jamais eu la capacité de vraiment aimer. Si tu traverses en ce moment cette reconstruction difficile, si tu sens que la joie revient par fragments, si tu ressens ce mélange déroutant de légèreté et de culpabilité d'être heureuse, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vis a une signification psychologique précise, et cette signification va changer pour toujours la façon dont tu te permets d'avancer. Pour comprendre pourquoi ton bonheur détruit le narcissique là où aucune vengeance directe n'aurait jamais pu atteindre, il faut d'abord saisir quelque chose de fondamental sur la structure psychique du narcissique que Jung a passé des décennies à analyser. Jung a établi un concept central qui éclaire tout ce mécanisme, l'ombre. L'ombre est la partie de la psyché que nous n'acceptons pas en nous. La partie que nous refoulons, que nous nions, que nous dissimulons derrière notre persona, ce masque social que nous présentons au monde extérieur. Chez la plupart des êtres humains, l'ombre contient des pulsions, des peurs, des aspects de soi jugés inacceptables. Et le processus d'individuation, le chemin vers la maturité psychique selon Jung, consiste précisément à regarder son ombre en face, à l'intégrer, à se réconcilier avec ces parties de soi pour devenir entier. Mais chez le narcissique, l'ombre ne contient pas seulement des pulsions négatives refoulées. Elle contient quelque chose de bien plus significatif. Toute la vie authentique qu'il ne peut pas vivre. Toute la joie réelle qu'il ne peut pas ressentir. Toute la connexion genuinement profonde qu'il est structurellement incapable d'établir. Son ombre est pleine de la vie qu'il simule, mais ne vit jamais vraiment.
Et Jung a identifié le mécanisme précis par lequel cette ombre, chargée d'une vie non vécue, produit une chose très spécifique chez le narcissique. Une forme d'envie pathologique d'une intensité que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Les études en psychologie clinique sur le narcissisme confirment ce lien entre le narcissisme et l'envie pathologique. L'envie narcissique est toujours liée à une profonde blessure de l'enfance, un sentiment primitif d'infériorité que la persona surdéveloppée passe sa vie entière à masquer. Du calme, car la nature de cette envie est la révélation qui explique tout le reste. Ce n'est pas l'envie ordinaire que nous connaissons tous. L'envie ordinaire est un désir d'avoir ce que l'autre possède. Je te vois heureuse et je veux être heureux comme toi. Mais l'envie pathologique du narcissique que Jung a documentée est d'une nature entièrement différente. Elle n'est pas un désir, c'est une rage existentielle, une rage de ne pas pouvoir être ce qu'il te voit être. Pas un désir d'avoir ta joie, mais une rage insupportable que tu puisses n'avoir une joie qu'il ne peut pas détruire. Parce que tant que tu étais dans sa sphère d'influence, il pouvait gérer ta joie. Il pouvait l'alimenter temporairement avec le love bombing, puis la retirer avec la dévaluation, la contrôler avec le gaslighting. Ta joie était sous son contrôle. Il était le robinet. Il ouvrait, il fermait. Et ce contrôle lui donnait l'illusion de posséder quelque chose qu'il n'avait pas. Maintenant que tu es parti, maintenant que tu reconstruis, il se passe quelque chose qu'il n'avait pas prévu et pour lequel sa psyché n'a aucun outil de défense. Ta joie existe sans lui. Ta joie n'est plus sous son contrôle. Ta joie n'a plus rien à voir avec lui. Et cette réalité précise, c'est celle que Jung a identifiée comme insupportable pour une personnalité narcissique. Pas ton absence, pas ta reconstruction abstraite, mais ta joie concrète, visible, réelle, qui n'a pas besoin de lui pour exister. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Quand j'ai commencé à reconstruire ma vie après ma relation narcissique, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La rumeur de mon bonheur le rendait fou. Pas ma souffrance, pas mes larmes, ni mes difficultés. Ces choses-là semblaient lui apporter une satisfaction tranquille. Mais les premiers signes de ma reconstruction, les premières fois où des personnes communes nous rapportaient que je riais à nouveau, que je voyageais, que j'avais un nouveau projet, ces rumeurs-là produisaient en lui une réaction d'une intensité entièrement disproportionnée. Ce n'était pas de la jalousie ordinaire, c'était quelque chose de plus profond, de plus archaïque, quelque chose qui venait d'un endroit auquel aucun mot de ma part n'aurait jamais pu accéder. Et c'est des années plus tard, en lisant Jung, que j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment. Retiens bien ce qui suit, car la deuxième révélation est celle qui transforme tout. Selon Jung, le narcissique s'est toujours défini par sa supériorité sur les autres. Sa valeur ne provient pas d'une confiance intérieure authentique, mais d'une comparaison constante avec ceux qui l'entourent. Il a besoin d'être au-dessus, d'être plus brillant, plus important, plus nécessaire, plus désirable. Et dans une relation narcissique, la victime joue un rôle très précis dans ce système de comparaison. Elle est inférieure, elle a besoin de lui, elle ne peut pas fonctionner sans lui. Son bonheur, sa stabilité, son sens même dépendent de lui. C'est le script qu'il a écrit pour cette relation. Et tant que tu jouais ce rôle, sa persona fonctionnait parfaitement. Ton bonheur rompt ce script avec une brutalité que rien d'autre ne peut accomplir. Parce qu'il démontre, de manière concrète et irréfutable, que tu n'avais pas besoin de lui, que tu étais parfaitement capable de joie, de vie, de reconstruction, entièrement sans lui. Et cette démonstration attaque directement la fondation de son identité. Si tu peux être heureuse sans lui, alors il n'était pas indispensable. Si tu peux t'épanouir après avoir été détruite par lui, alors sa supposée puissance était une illusion. Si tu brilles après avoir été avec lui, alors il n'était pas la source de lumière, il était l'obstacle. Et c'est cette vérité-là, rendue visible par ton bonheur, qui déclenche en lui ce que Jung a documenté comme la décompensation narcissique.
En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé ce phénomène de manière systématique. Les patientes dont les ex-narcissiques décompensaient le plus rapidement n'étaient pas celles qui se vengeaient, qui confrontaient, qui exposaient publiquement leur manipulation. C'étaient celles qui, simplement, reconstruisaient une vie visible et rayonnante. Pas pour lui montrer, pas comme stratégie consciente, juste parce qu'elle guérissait. Et cette guérison visible était plus dévastatrice pour lui que n'importe quelle confrontation directe n'aurait pu l'être. Je l'ai observé dans des dizaines de cas. Le pattern est toujours le même, et il est exactement celui que Jung avait prédit. Du calme, car il y a un troisième mécanisme que Jung a décrit et qui explique pourquoi cette destruction n'est pas temporaire mais permanente. Quand le narcissique perçoit ton bonheur, quelque chose se produit dans sa psyché au niveau de l'inconscient collectif. Ce concept jungien qui désigne les patterns archétypaux universels de l'humanité. L'un de ces archétypes est celui du héros et du vaincu. Dans sa narratrice intérieure, il est toujours le héros. Il a dominé la relation. Il t'a utilisé selon sa volonté. Dans sa fiction, il est sorti gagnant. Mais ton bonheur réécrit ce récit d'une façon qu'il ne peut pas contrôler. Parce qu'une victime qui guérit et qui s'épanouit n'est plus une victime. Elle devient quelque chose d'autre dans l'archétype jungien, la survivante qui a transcendé. Et dans cette transformation narrative, lui ne peut plus être le héros. Il devient au mieux un obstacle que tu as surmonté, au pire le catalyseur involontaire de ta transformation. Et c'est là que son ombre se retourne contre lui avec une force qu'il ne peut pas contenir. Parce que tout ce qu'il t'a fait, toutes les manipulations, les humiliations, les tentatives de destruction, dans son esprit, ces actions devaient te maintenir brisé. Si tu restes brisé, il gagne dans sa propre narratrice. Si tu te relèves et que tu brilles, alors tout ce qu'il t'a fait n'a pas fonctionné. Et un narcissique qui réalise que ses actions n'ont pas eu l'effet escompté fait face à quelque chose d'insupportable, sa propre impuissance fondamentale. Regarde maintenant comment cela se manifeste concrètement dans sa vie. Le narcissique ne peut pas regarder ton bonheur avec indifférence. Son système psychique l'interdit structurellement. Il va lui falloir surveiller, contrôler l'information, chercher à savoir si tu es vraiment heureuse ou si tu joues la comédie. Il va envoyer des flying monkeys, ces personnes communes qui lui rapportent tes nouvelles de manière apparemment innocente. Il va peut-être te contacter directement ou indirectement, non pas parce qu'il tient à toi, mais parce qu'il ne supporte pas de ne pas avoir accès à tes informations émotionnelles. Et si ces informations confirment ce qu'il redoute le plus profondément, que tu es réellement heureuse, il va entrer dans une phase que les thérapeutes reconnaissent immédiatement, l'escalade du comportement narcissique. L'escalade ressemble à ceci. Il s'exhibe davantage, cherchant des validations externes avec une intensité accrue. Il peut entamer une nouvelle relation très rapidement et très visiblement, ce que les psychologues appellent le remplacement, une tentative désespérée de prouver qu'il n'a pas besoin de toi non plus. Il peut essayer de te contacter avec un message ambigu qui ressemble à de la sollicitude, mais qui est en réalité une tentative de vérifier si tu souffres encore. Et s'il ne trouve aucune preuve de ta souffrance, s'il ne peut pas obtenir la réaction émotionnelle qu'il cherche, il entre dans la phase suivante de la décompensation, ce que Jung appelait la confrontation avec la vacuité de la persona. 3 patientes m'ont raconté exactement la même histoire. Toutes les 3 avaient décidé, sans concertation, de ne pas chercher la vengeance mais simplement de construire une vie joyeuse. Et dans les 3 cas, leurs ex-narcissiques avaient décompensé de manière spectaculaire dans les mois suivant les premières preuves visibles de leur bonheur. L'une m'a raconté que le sien avait appelé tous leurs amis communs pour leur dire qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus la femme bien qu'ils avaient connue. Une tentative transparente de contrôle narratif qui n'a convaincu personne.
L'autre avait vu le sien apparaître à un événement social commun avec une nouvelle partenaire, regardant compulsivement dans sa direction toute la soirée, cherchant une réaction qui ne venait pas. La troisième avait reçu un message long et désorganisé, mêlant l'accusation et l'appel à la réconciliation, précisément le soir où elle avait posté une photo la montrant rayonnante lors d'un voyage. Chaque cas est différent, mais le mécanisme est identique. Et ce mécanisme est exactement celui que Jung avait documenté. Souviens-toi de ce concept de l'ombre dont nous avons parlé au début. Il y a un paradoxe fascinant dans ce qui se produit maintenant. Pendant toute la relation, il attaquait ta joie directement, avec des outils précis, le gaslighting pour te faire douter de ta réalité, la triangulation pour te faire sentir insuffisante, la dévaluation pour te faire croire que tu ne méritais pas d'être heureuse. Et ces attaques directes fonctionnaient parce que tu y participais en cherchant à te défendre, en essayant de maintenir une connexion qui n'existait pas de son côté. Maintenant, ton bonheur ne lui laisse aucune prise directe. Il ne peut pas attaquer une joie à laquelle il n'a pas accès. Il ne peut pas dévaluer ce qu'il ne peut plus contrôler. Et sans prise directe sur toi, son seul adversaire est lui-même. Son ombre, cette partie de lui qui contient tout ce qu'il refuse d'être, toute la vie authentique qu'il ne peut pas vivre, cette ombre n'a plus d'écran externe sur lequel se projeter. Elle revient vers sa source. Et se retrouver face à son propre vide sans la possibilité de le projeter sur toi est la chose qu'il redoutait plus profondément que tout le reste. Parce que ce vide est la vérité de ce qu'il est derrière le masque. Ça va faire mal à entendre, mais c'est la vérité dont tu as besoin. Il ne changera probablement pas. Cette confrontation avec son ombre, aussi douloureuse qu'elle soit pour lui, ne produit généralement pas de transformation chez le narcissique sans un travail thérapeutique profond et soutenu, qu'il refuse presque invariablement. Ce que cette confrontation produit, c'est une souffrance qu'il ne peut pas nommer, qu'il ne comprend pas, et qu'il va passer à attribuer à tout ce qui l'entoure sauf à lui-même. Mais la souffrance est réelle, et elle est déclenchée par ton bonheur, pas par ta vengeance, par ta vie. Je veux m'arrêter ici un instant. Ce que tu viens de comprendre sur ce mécanisme, sur la façon dont ton bonheur convoque l'ombre du narcissique et déclenche sa décompensation, c'est une connaissance que très peu de thérapeutes articulent aussi directement. Et elle existe dans cette vidéo parce que des personnes comme toi ont décidé que ces vérités méritaient d'être dites dans le monde. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est ta façon de dire que ces vérités sur le narcissisme doivent continuer à atteindre les femmes qui souffrent encore en silence, qui ont peur d'être heureuses, qui ne savent pas encore que leur bonheur est leur libération la plus complète. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks envoie cette conscience un peu plus loin dans le monde, et tu n'es pas seulement spectatrice. Tu es gardienne de ces vérités que trop peu osent dire ouvertement. Et maintenant, comment transformer cette compréhension en bonheur concret, réel, authentique, qui devient ta libération et sa transformation? La première chose à comprendre est que ton bonheur ne doit pas être performé. Il ne doit pas être construit pour lui. Il ne doit pas être une stratégie calculée. Un bonheur stratégique est un bonheur creux. Et les narcissiques, qui sont des experts en détection des émotions non authentiques, le sentent immédiatement parce que c'est exactement la façon dont eux-mêmes fonctionnent. Le bonheur dont il est question ici, le bonheur qui déclenche le mécanisme jungien de sa transformation, est un bonheur authentique. Un bonheur qui naît de ta reconnexion à ce que tu es réellement, à ce que tu aimes réellement, à ce qui te nourrit réellement. Et cette reconnexion est à la fois le but de ta guérison et son outil le plus puissant. Mais voilà la vérité qui inverse tout ce que tu croyais savoir sur ta guérison. Pendant toute cette relation, tu pensais que le problème était que tu n'avais pas les bons mots, que si tu expliquais mieux, si tu argumentais plus clairement, si tu lui montrais ta douleur de la bonne façon, quelque chose changerait. Et la vérité est exactement l'inverse. Ce n'était pas les mots qui manquaient. C'était la conscience que certaines personnes ne peuvent pas recevoir ce que tu as à donner. Et cette conscience
Tu ne pouvais pas l'acquérir par les mots. Tu ne pouvais l'acquérir qu'en te retirant de l'équation, qu'en t'accordant à nouveau la permission d'exister pour toi-même et non pour lui. Je te donne la permission de recommencer à désirer, la permission de te demander, peut-être pour la première fois depuis des années, ce qui te rend vraiment heureuse. Non pas ce qui était permis dans la relation, non pas ce qu'il valorisait, ce qu'il approuvait, ce qu'il te permettait d'aimer, sans en faire une source de manipulation ou de moquerie. Mais ce qui, dans ton être le plus profond, nourrit une joie authentique. La permission de recommencer à désirer est l'une des plus grandes transgressions de la guérison narcissique, parce que l'une des destructions fondamentales que le narcissique opère est précisément la confiscation progressive du désir. Il remplace tes désirs par les siens, il transforme tes préférences en source de conflit jusqu'à ce que tu apprennes à ne plus en avoir. Et récupérer le droit de désirer est un acte révolutionnaire dans ce contexte, un acte de survie, et le premier pas vers ce bonheur qui sera sa destruction. La deuxième permission est celle-ci. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être entièrement guérie pour commencer à être heureuse. C'est un mensonge que la culture populaire de la guérison narcissique propage souvent involontairement. L'idée que tu dois d'abord finir de guérir avant de pouvoir commencer à vivre. Cette idée fait de la guérison une condition préalable au bonheur. Mais Jung a montré quelque chose d'inverse dans sa pratique clinique. La joie ne suit pas la guérison. La joie fait partie du processus de guérison lui-même. Chaque moment de joie authentique, même petit, même incomplet, même entaché de culpabilité résiduelle, est lui-même une étape de l'individuation, un moment où tu te reconnectes à une partie de toi que la relation avait recouverte. Et donc le bonheur n'est pas la récompense au bout du chemin. Le bonheur est le chemin. Ce qui me touche le plus dans les histoires que mes patientes me racontent, c'est ce moment précis où la joie revient de manière inattendue. Pas de manière dramatique, pas lors d'un grand voyage ou d'une grande réalisation. Souvent lors d'un moment très petit, un après-midi ensoleillé dans un café avec une amie de longue date, une chanson dans la voiture qui les fait chanter malgré elle pour la première fois depuis des mois, un projet professionnel qui les absorbe pendant quelques heures et dont elles sortent avec cette légèreté ancienne qu'elles avaient oubliée. Et dans ces moments, il y a souvent une culpabilité immédiate, comme si être heureuse trahissait quelque chose, comme si elle n'avait pas encore le droit. Et mon travail dans ces moments est de leur rappeler une seule vérité. Cette joie que tu ressens est exactement ce pourquoi tu as survécu. C'est l'objectif. Et en la ressentant, même imparfaitement, tu accomplis quelque chose de bien plus grand que tu ne le réalises. Retiens bien ceci, car ce qui suit est la révélation la plus importante de cette vidéo. La troisième permission est peut-être la plus radicale, et celle que Jung lui-même formulait de cette façon. La permission de cesser de te définir par rapport à lui. Pendant toute cette relation, ton identité s'était progressivement réorganisée autour de lui. Tes réactions, tes émotions, ta façon de te voir toi-même, tout était filtré par ce qu'il pensait de toi, ce qu'il attendait de toi, ce qu'il te permettait d'être. Et même après la relation, ce filtre peut persister. Tu te demandes peut-être encore comment il percevrait telle ou telle chose. Tu te justifies encore intérieurement devant un tribunal imaginaire où il est juge, et cette persistance de son regard dans ta construction identitaire est l'une des formes les plus tenaces de la domination narcissique. Le bonheur que nous évoquons ici commence par un acte intérieur avant d'être visible de l'extérieur. Il commence par décider que ta valeur ne dépend plus de son évaluation, que ta joie ne nécessite plus sa validation, que ta vie n'a pas besoin de son approbation pour être réelle et bonne. Et cette décision, qui peut sembler simple dite ainsi, est en réalité l'acte le plus courageux de ta guérison. Parce qu'elle signifie te retrouver face à toi-même, sans le miroir déformant qu'il avait placé entre toi et ta propre réalité. Et se retrouver face à soi-même après des années de gaslighting, c'est parfois découvrir une femme que tu ne reconnais pas tout de suite.
Une femme plus forte, plus complexe, plus profonde que celle qu'il t'avait autorisé à être. Jung disait que qui regarde à l'extérieur rêve, et qui regarde à l'intérieur se réveille. Pendant des années, tu regardais à l'extérieur, vers lui, vers sa validation, sa réaction, son approbation. Tu cherchais dans ses yeux la confirmation de ta propre valeur. Et cette dépendance au regard extérieur te maintenait dans un rêve, le rêve qu'il changerait, que la connexion viendrait, que l'amour finirait par être réel. Ton bonheur authentique est l'acte de te retourner vers l'intérieur, de recommencer à te voir toi-même avec tes propres yeux. Et ce regard vers l'intérieur se réveille est précisément ce que le narcissique ne peut jamais tolérer chez toi. Parce que tant que tu regardais vers lui, tu étais captive. Maintenant que tu te regardes toi-même, tu es libre. Et pendant que tu vis cette liberté, pendant que tu reconstruis cette présence authentique à toi-même, quelque chose se passe de l'autre côté. Lui, qui n'a jamais appris à regarder à l'intérieur, qui a construit toute son existence sur le regard des autres et sur la manipulation de ce regard, se retrouve face à une réalité qu'il ne peut pas fuir. Sans toi comme miroir, sans ta réaction pour alimenter sa persona, il doit soit trouver un autre miroir, soit se confronter au vide. La plupart du temps, il trouve un autre miroir, une nouvelle victime, un nouveau supply. Mais le vide ne disparaît pas, il s'approfondit. Et chaque fois que la nouvelle personne ne peut pas le remplir non plus, le vide est un peu plus évident, un peu plus insupportable, un peu plus visible même pour lui. Ce que la société ne te dit pas sur le narcissisme, c'est que guérir ne consiste pas à attendre sa chute, ni à planifier sa punition. Guérir consiste à retrouver une joie si authentique, si ancrée en toi, si indépendante de lui, qu'elle devient simplement ta vie, ta vraie vie, celle que tu avais peut-être entrevue avant lui et que la relation avait progressivement étouffée. Et cette vie, quand elle reprend, quand elle grandit, quand elle devient visible, accomplit sans effort et sans intention ce qu'aucune vengeance n'aurait pu accomplir. Elle lui révèle ce qu'il est en son absence, quelqu'un dont la grandeur autoproclamée n'a jamais existé que dans le miroir qu'il volait à ses victimes. Jung a écrit une phrase qui résonne différemment quand on la lit de cette place. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Pendant des années, tu as peut-être nié que tu méritais le bonheur. Tu as peut-être intégré, sans le vouloir, le récit du narcissique selon lequel ta joie était excessive, inadaptée, conditionnelle à ta conformité. Et cette négation te soumettait, te gardait dans une relation à ton propre bonheur qui était elle-même toxique, héritée de lui. Accepter que tu mérites d'être heureuse, accepter que ton bonheur ne doit rien justifier ni personne ménager, accepter que la joie est ton droit fondamental et non un privilège accordé par quelqu'un d'autre, cette acceptation est transformatrice, pas seulement pour toi. Elle est aussi, selon la mécanique psychologique que Jung a documentée, ce qui déclenche chez lui la confrontation la plus irréfutable avec sa propre réalité. Ton bonheur accepté est son ombre convoquée. Ta joie revendiquée est sa persona fissurée. Ta vie reconstruite est sa destruction progressive et silencieuse, pas parce que tu l'as voulu ainsi, mais parce que c'est ainsi que la psyché humaine fonctionne quand elle retrouve son chemin vers l'individuation. Et toi, tu as choisi de retrouver ce chemin. Dis-moi maintenant dans les commentaires, quel a été le premier moment où tu as ressenti de la joie après lui? Même un instant minuscule, même une légèreté éphémère, ce moment précis où tu as réalisé que tu pouvais encore ressentir quelque chose de beau. Partage-le ici, parce que chaque histoire de joie revenue dans ces commentaires est une preuve vivante de ce que Jung a prédit, que la vie authentique résiste toujours et qu'elle finit toujours par reprendre sa place.